Nous sommes mardi 2 février 2021. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Reprise du dialogue entre le gouvernement burundais et l'Union européenne ce mardi. Une seule intention, la normalisation des relations avec l'Union européenne. Vous suivez au début de cette édition la déclaration du ministre des Relations extérieures. La levée des sanctions qui pèsent sur le Burundi par l'Union européenne doit respecter l'article 96 de l'accord de Cotonou, sur la base duquel ces sanctions étaient prises. L'appel est du mouvement MAP Burundi Buhire. Et l'ancien vice-président du Burundi, Frédéric Wamvuginyumvila, propose au président de la République la tenue d'un forum national de l'éducation avec toutes les parties prenantes pour atteindre la qualité requise pour l'enseignement au lieu de s'étonner sur ce qui se passe dans ce secteur. Et voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement du Burundi et l'Union européenne ont repris leurs échanges ce mardi. Les deux parties sont d'accord que le dialogue politique constitue une priorité partagée dans l'intérêt du peuple burundais et européen. Albert Shingiro, chef de la diplomatie burundaise, indique que les deux parties ont l'obligation de résultats au terme de ces échanges. Suivez. En tant que partenaires de longue date, nous devons éviter de rester prisonniers du passé pour pouvoir avancer ensemble dans l'émission de vision et d'approche. Quant à l'avenir de notre coopération avec vos pays respectifs, vous êtes sans ignorer, Excellences, Mesdames, Messieurs et les participants, que ce qui nous unit ici est plus profond que ce qui nous divise. Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds dans cet exercice de dialogue. Nous devons décoller nos pieds du sol et travailler d'arrache-pied afin de conclure ce dialogue dans les plus brefs délais. Les peuples de nos pays respectifs nous observent en ce moment. Nous avons donc le devoir du résultat. Pas n'importe quel résultat, mais du bon résultat. C'est ce que nos peuples attendent de nous. Si nous réussissons, ce sera un succès partagé. Et si nous échouons de même, ce sera un échec partagé. Mais je dois dire que ce dernier scénario est quasi impossible. Nous sommes ici pour réussir. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les participants, comme vous le savez, le partenariat entre l'Union européenne et le Burundi que nous avons établi par l'adhésion à l'accord de Cotonou, signé le 23 juin 2000, avait pour objectif ultime de promouvoir et d'accélérer le développement culturel et social des États ACP et de contribuer à la paix, à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique. À cette fin, l'accord de Cotonou, à son article 8, alinéa 2, a instauré un dialogue politique sur toutes les questions d'intérêt mutuel, ayant pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle et de faciliter la définition des priorités et des principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existants entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de coopération prévus par le dit accord. Nous sommes présentement réunis pour donner suite à nos engagements mutuels, dont la finalité est donc d'aboutir à une compréhension mutuelle et au soutien réciproque caractérisé par une plus grande souplesse dans l'allocation des ressources. Notre volonté est d'avancer avec la ferme détermination d'aboutir au réchauffement et à la normalisation des relations avec l'Union européenne, avec les États membres pris individuellement. La rencontre entre le Conseil national de la communication est juste une lueur, selon le mouvement MAP Burundi Buhire, qui a écrit ce mardi une correspondance à la présidente de l'Union européenne. Le gouvernement veut juste berner l'Union européenne en vue de lever les sanctions qui pèsent sur le Burundi. Libera Nibashira Kandi, porte-parole du mouvement, insiste sur le respect de l'article 96 de l'accord de Cotonou, sur la base duquel ces sanctions ont été prises. Suivez-le. Et nous avons été surpris que le dialogue est lancé entre l'Union européenne et le Burundi
pour voir comment relancer la coopération. Alors que pendant 6 mois, depuis que le président Évariste Ndayishimiye est au pouvoir, la situation des droits de l'homme s'est détériorée au Burundi. Je n'exagérerai pas, je citerai quelques exemples récents. Vous vous rappelez que le parlementaire, l'honorable Fabien Bancianino, a été emprisonné parce que tout simplement, il a parlé au nom des Burundais dans une séance plénière. Je n'y reviendrai pas sur le contenu, vous avez tous suivi ce qu'il a dit. Mais il a été emprisonné suite à ses propos tenus au Parlement, alors qu'il faisait son travail. Ça, c'est inacceptable. C'est une façon de faire taire, finalement, tous les parlementaires. Deuxième cas récent, c'est cette jeune dame dont son mari a été assassiné apparemment par les services de renseignement et qui, aujourd'hui, est en prison, soi-disant qu'il a été complice dans l'assassinat de son mari. C'est inacceptable, c'est incompréhensible. Je rappellerai également qu'en décembre, le président Évariste Ndayishimiye a reçu 3 ambassadeurs et il avait promis qu'il allait, disons, faire en sorte que toutes les mesures, tout ce qui est contenu dans l'article 96, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, qu'il allait libérer les prisonniers politiques à la fin de l'année. C'est vrai, il a libéré les journalistes du groupe de presse Iwachu, mais les autres prisonniers politiques croupissent dans les prisons. Autre exemple parlant, les anciens militaires, les FAB, qui ont été assassinés au mois de décembre et janvier, alors qu'ils étaient dans les mains de la police. Les familles de ces militaires, certains membres de leur famille sont en prison, sont menacés, sont poursuivis. Donc, qui croupissent toujours en prison. Donc, il y a pas mal d'exemples qui prouvent que la situation en matière des droits de l'homme s'est détériorée au cours des 6 derniers mois. À propos de ce dialogue, il y a une séance qui s'est tenue ce mardi entre l'Union européenne et le gouvernement burundais au lendemain de la rencontre entre le Conseil national de la communication et des médias sous sanction. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe positif qui serait favorable justement au gouvernement burundais et qui prouve ou alors qui montre que ce gouvernement est en train d'aller dans le sens que lui exige l'Union européenne? Pas du tout, pas du tout. C'est purement et simplement trompe-l'œil. C'est une façon de manipuler la communauté internationale et pour preuve, ce que le président a promis à la fin de l'année, au mois de décembre, aux ambassadeurs, est-ce qu'il a concrétisé? Est-ce que les prisonniers politiques ont été libérés? Donc voilà, est-ce que la situation de respect des droits de l'homme s'est améliorée ou s'est détériorée? Les exemples que je viens de citer le prouvent. Donc ici, on n'y croit pas du tout. Donc ça ne rassure pas. Ce que la communauté internationale attend, ce que le Burundais attend, c'est ce geste fort du Conseil de sécurité burundais, du président Ndayishimiye pour lancer un dialogue franc et sincère, un dialogue inclusif pour que justement les conditions soient réunies pour le retour de la paix et la sécurité pour tout le monde. Le journal poursuit. Évariste Ndayishimiye a du mal à distinguer son statut de chef de l'État et celui d'un simple citoyen. Propos de l'ancien vice-président de la République suite au récent constat d'Évariste Ndayishimiye, comme quoi les élèves d'aujourd'hui ont un bas niveau de connaissances. Frédéric Bamvouyouvira propose la tenue d'un forum national de l'éducation de toutes les parties, avec toutes les parties prenantes pour atteindre la qualité requise pour l'enseignement. Suivez. Si on doit évaluer l'éducation aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le niveau a baissé de l'école primaire à l'université. Et le même président
n'observe-t-il pas que même dans Bujumbura, il y a des élèves qui étudient alors qu'ils sont toujours assis à même le sol? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait alors qu'il le voit tout le temps? Nous voyons des images. Les images qui nous parviennent aussi lui parviennent. Donc, il y a des élèves aujourd'hui qui étudient assis à même le sol. Que cela peut signifier? Quel est le rendement d'un enfant qui étudie dans ces conditions? Et il ne doit pas s'étonner comme un simple paysan, constater que quelque part, il y a un arbre rabougri, ou bien que justement, c'est un arbre qui n'a pas eu de fumier, qui n'a pas été entretenu. Donc, le résultat de ce niveau d'enseignement que nous observons aujourd'hui a des raisons. Je crois que comme conseil, il devait organiser un forum sur l'enseignement, convoquer tous les spécialistes de l'enseignement, convoquer les représentants des professeurs universitaires, secondaires, primaires et privés comme publics, des représentants des parents, des représentants des étudiants, des élèves, et faire ce forum et étudier, poser les vrais problèmes. Quels sont les problèmes auxquels l'éducation est confrontée aujourd'hui? Et dans ces conditions, il pourra peut-être aider à trouver des solutions. Mais ce n'est pas lui comme un simple paysan qui doit s'étonner comme ça que le niveau ABC, c'est à cause des enseignants. Un enseignant qui a été à l'école, qui a été formé, et ce n'est pas lui qui devrait se former. Il a eu ce qu'on lui a donné. Mais les conséquences sont celles-là. Et puis quand il parle de l'éducation, quel est l'impact de la guérilla sur l'éducation? Des écoles ont été brûlées. Lorsqu'il y avait une confrontation guerrière sur la colline, il y avait des élèves qui ne pouvaient pas étudier. Donc, et il ne doit pas oublier tout cela. Dès lors qu'il a été aussi acteur en la matière. Donc, il faut qu'il accepte qu'on trouve des solutions bien claires, bien pensées. Et le président de la République annonce des décisions. Il ne doit pas s'étonner comme tout le monde, c'est impossible. Par justice à présent, Chisahayo Théodési est en prison dans le cachot du commissariat de Karoussi. Depuis une semaine, cette veuve de 6 enfants a été arrêtée par le procureur de Karoussi mercredi de la semaine dernière après un bref interrogatoire au chef-lieu de la province devant la gouverneure, le procureur, le commissaire provincial et le responsable de renseignement. À ce moment, Kalini Mbarushimana, gouverneur de Karoussi, l'accusait de vouloir l'ensorceler, même si les chefs d'accusation ont vite changé avant l'emprisonnement, n'est-ce pas Franck Kazé? Cet emprisonnement est survenu après un conflit qui a duré plus de 2 ans. Selon des sources concordantes à Karoussi, Théodosie Chisahayo est une commerçante grossiste des produits de la Brarodi. Son dépôt est ce qu'on appelle un méga SSD, qui est le principal point de vente de Karoussi et des localités environnantes. Cependant, la gouverneure aurait voulu attribuer ce dépôt à quelqu'un d'autre au détriment de cette veuve, selon des sources proches du dossier. Après le refus de Théodosie Chisahayo de céder ce commerce, la gouverneure Kalini Mbarushimana a alors décidé de fermer le dépôt. Selon les mêmes sources, il serait en outre reproché à Théodosie d'avoir dépassé les limites de sa zone de distribution. C'était en décembre 2018. Ce fut le prétexte de la gouverneure pour fermer le dépôt le 20 décembre 2018, dépôt fermé jusqu'à maintenant. Le méga SSD contenait plus de 6250 caisses de boissons de la Brarodi, soit une valeur de plus de 15 millions de francs burundais. Pire, la boîte de péremption de ces boissons aurait expiré, les 15 millions constituant ainsi déjà une perte pour Théodosie. Ce qui a étonné les voisins de cette dernière, après tout ce temps, ce sont les accusations qu'ils qualifient de mensongères de la gouverneure qui dit que Théodosie a tenté de l'empoisonner. Les voisins demandent à la justice de faire son travail et de rétablir cette veuve dans ses droits. En plus de la fermeture de son dépôt méga SSD, 2 camions chargés de marchandises appartenant à Théodosie ont été confisqués sur ordre de la gouverneure, selon les mêmes sources. D'autres sources proches du bureau de la gouverneure regrettent la fermeture de ce dépôt parce que c'est aussi une perte pour la commune qui ne perçoit plus les taxes qui s'élevaient à 260 000 francs par mois. Cela signifie que chaque année, la commune Buhiga
percevait plus de 3 millions de francs, soit pour les 2 ans de fermeture du dépôt, 6 millions, ainsi que d'autres frais liés à son commerce qui auraient dû entrer dans les caisses communales. Le mobile initial de son arrestation était de vouloir ensorceler la gouverneure, mais sur le mandat du procureur, Théodosie Chichahayo est accusé d'avoir injurié les Imbonerakure et les membres du CNDD-FDD. Le procureur de Karoussi n'a pas voulu s'exprimer sur ce changement de chef d'accusation sur son mandat. La gouverneure Kalini Mbarushimana, quant à elle, n'a pas décroché son téléphone. Chers parents, s'il advenait qu'un membre de la famille attrape la COVID-19, votre rôle est primordial. Prenez vite et faites respecter les mesures recommandées en pareilles circonstances pour protéger les autres membres de la famille. C'est votre devoir de rappeler et appliquer toutes les instructions pour prémunir votre famille des effets néfastes de la maladie. En effet, une large contagion en sein de la famille est source d'une grande perte. La santé est menacée, les activités de production suspendues et la maigre épargne familiale largement entamée par les soins médicaux. Mieux vaut prévenir que guérir. Agissez tant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas à regretter. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Merci Franck Kaze. Poursuivons cette édition par cette brève en Ouganda. C'est officiel, Bobi Wine a déposé lundi une plainte auprès de la Cour suprême. Le principal opposant ougandais réclame l'annulation des résultats de l'élection présidentielle du 14 janvier. Selon lui, le scrutin a été entaché par des fraudes qui ont assuré la réélection du président sortant Yoweri Museveni. Depuis la levée de son assignation à domicile le 26 janvier, l'ancien artiste avait jusque-là hésité de porter plainte devant la plus haute juridiction. Bobi Wine avait expliqué et craindre que la Cour ne soit pas impartiale dans son jugement. La Cour suprême dispose donc de 45 jours pour se prononcer. Et avant de clore cette édition, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, le mini-magazine se focalise sur l'appel au dialogue avec les médias sanctionnés, un appel lancé par le président Évariste Ndayishimiye. Au cœur de la société, vous est présenté par Thierry Beguindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est l'un des propos importants tenus au cours de l'atelier des journalistes ce jeudi à Bujumbura. Le président de la République a ordonné au Conseil national de la communication de s'entretenir avec les médias sanctionnés pour ce qu'il a appelé les conflits du passé. Même si certains médias ont été ensuite invités dans une réunion de ce lundi par le CNC, il y a toujours des zones d'ombre sur la suite réservée à cette affaire, comme vous allez l'entendre au cours de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 30 janvier 2021. Le mini-magazine qui vous est présenté par Thierry Beguindavi. Il a beaucoup parlé des comportements que devraient adopter des journalistes selon lui. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a finalement évoqué quelque chose qui, semble-t-il, a plu aux journalistes qui l'écoutaient dans cet atelier de ce jeudi. Il a parlé de la levée de sanctions contre certains médias. Ce que je vous promets, ce que nous devons chercher comment résoudre, même les différends qui nous ont opposés dans le passé. Il y a des mesures qui ont été prises contre certains médias. CNC, il faut que vous rencontriez les représentants de ces médias. Il faut en finir pour que le travail reprenne pour nous tous. Ça, c'est déjà du passé. Dans le passé, nous avons fait plus que ça. Nous nous sommes même entretués, mais nous nous réconcilions. Déplorons notre mauvais passé. Que le CNC dialogue avec ces médias et décidons d'avancer ensemble pour développer notre pays. Parce que nous sommes convaincus que les médias contribuent dans la vie de la population. Le lendemain, le CNC a sorti une invitation pour les médias partiellement ou totalement suspendus. Selon l'invitation, dans la réunion qui aura lieu lundi, le CNC
et les responsables des médias concernés étudieront ensemble leur situation administrative et les obstacles éventuels qui handicapent le fonctionnement de ces médias. Mais il y a toujours des zones d'ombre. Innocent Mozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise et directeur de la télévision Renaissance, incendié en 2015, n'a pas de précision sur les médias concernés par l'invitation. Ne perdons pas de vue qu'il y a des médias internationaux qui avaient des émetteurs au Burundi. C'est la Voix de l'Amérique, c'est la BBC. Donc, si jamais les médias burundais, Bonesha, Télé Renaissance, RPA sont concernés par cet appel, nous considérons que c'est un pas positif dans la bonne direction. Ce serait un pas positif dans la bonne direction. Et nous sommes prêts au dialogue. Nous avons toujours demandé le dialogue depuis tout le temps où la crise a commencé. Nous avons toujours demandé le dialogue pour que les problèmes soient résolus par le dialogue. Et donc, si jamais nous sommes concernés, nous sommes prêts au dialogue. Bien évidemment, des problèmes qu'il faut vraiment résoudre pour arriver à cela, à ce moment où on pourra recommencer à travailler. Nous avons des problèmes de sécurité. Certains d'entre nous ont des mandats d'arrêt internationaux qui leur ont été collés sur le nez, sur le visage. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont fui le pays pour des raisons de sécurité, pour qu'ils ne soient pas tués, pour qu'ils ne soient pas emprisonnés abusivement, pour qu'ils ne soient pas torturés, comme ça a été le cas de certains. Il y a un problème plus global. Est-ce que la liberté de presse peut être recouvrée au Burundi si la liberté d'association, la liberté d'opinion ne sont pas là? Si les gens sont emprisonnés pour leur opinion, comme il y a des milliers de prisonniers, si la société civile, les petits politiques, tous les autres acteurs ne peuvent vraiment, je ne vois pas comment on pourrait, ce qui est une liberté de presse, à moins que ça fasse partie d'un processus qui soit en cours. Nous pensons donc fondamentalement, de manière vraiment plus précise, qu'un dialogue qui touche toutes ces questions devrait être amorcé pour qu'on sorte en fait le pays de cette situation intenable dans laquelle il se trouve. Voilà, les questions sur cette initiative restent encore nombreuses. La radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance ont été incendiées en 2015, mais elles ne savent pas si elles seront ou pas dans ces entretiens qui démarrent ce lundi. La radio Bonesha FM, elle, est parmi les participants. Participeront également à ce dialogue Voice of America VOA et British Broadcasting Corporation BBC. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société de ce 30 janvier 2021. À la présentation, c'était Thierry Bigindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci également Thierry Bigilindavi. C'est ce magazine qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.